tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo au format vlog, un format que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et ça me démangeait un petit peu de reprendre la caméra de manière un peu plus décomplexée, un petit peu quand j'en avais envie. Et du coup, je vous propose de m'accompagner cet automne au fil de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ce vlog vous plaira, profitez bien et bonne vidéo. On est mardi 17 septembre et aujourd'hui j'ai repris le travail après une petite semaine de congé et j'avais profité de cette semaine-là pour commencer mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, je voulais vous en parler aujourd'hui avant de rendre les livres que j'avais empruntés à la médiathèque. Pour ce début de... Et coucou! Je me fais envahir. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Oh, ok. Oh. Oui, d'accord. A few moments later. Alors, j'en étais où? Oui, je voulais vous dire que sur ce début de Pumpkin Autumn Challenge, j'ai commencé à lire surtout des graphiques. Et j'ai commencé avec la fin d'une série. J'ai commencé par la fin. En fait, j'ai terminé Le Guide du Mauvais Père de Guy Delisle, qui est une petite série en 4 tomes qui est très amusante. C'est l'histoire d'un papa et de ses 2 enfants et de comment il les éduque, mais avec un petit peu tous les travers qu'il peut y avoir dans son éducation, tous les petits défauts, etc. qu'il souligne bien volontiers dans son guide et qui sont du coup très amusants. C'est un petit format comme ça, avec des dessins qui sont très épurés en noir et blanc et qui sont très rigolos. C'est à chaque fois plein de petites histoires différentes, plein de petites situations vécues. Et du coup, si vous avez envie de lire quelque chose un petit peu amusant et plein d'autodérision sur la parentalité, ça peut être une bonne idée. Côté manga, je me régale toujours autant avec la série Insomniac que j'avais découverte sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. C'est l'histoire de 2 adolescents qui se rencontrent au lycée, plus ou moins par hasard dans une tour d'astronomie à l'observatoire. Et en fait, ils sont tous les 2 insomniaques. Et voilà, ils vont tous les 2 vivre une histoire ensemble. C'est un manga qui est super mignon, qui parle à la fois d'astronomie et de photographie aussi, puisque les 2 amis sont passionnés par la photographie du ciel étoilé. Du coup, c'est vraiment très chouette. Et j'aime beaucoup ce que fait Makoto Ojiro. Je trouve que son trait, ses dessins sont juste magnifiques. Donc vraiment, je vous conseille cette série. Et je trouve qu'à chaque fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures, elles sont juste magnifiques. Et du coup, là, j'ai lu le tome 10 et le tome 11. Et je crois qu'on a reçu récemment le 12 à la médiathèque. Et je pense que, même s'il n'est pas dans ma pile à lire du Pumpkin, je vais le rajouter. Ensuite, j'ai lu un roman graphique qui s'appelle Détour par Epsilon, qui est écrit par Lolita Couturier, écrit, illustré, scénarisé, etc. Et c'est un roman graphique que j'ai découvert sur le compte Instagram de Pauline Bib, donc je vous mettrai le lien vers son compte en description. Je ne savais pas que c'était un tome 1, mais visiblement il y a une suite, puisque cette BD se termine vraiment sur un cliffhanger. Enfin, en tout cas, on a vraiment envie de savoir la suite. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est bannie de sa cité. Ça se passe dans un univers post-apocalyptique où on a des cités dans lesquelles vivent les gens et le reste, c'est un petit peu le no man's land. Ou en tout cas, on ne sait pas ce que lui réserve ce dehors, cet extérieur de la cité. Et du coup, elle est enceinte et elle doit trouver refuge dans une autre cité qui s'appelle Epsilon. Et du coup, ça raconte son périple pour trouver cette cité refuge. Vous le voyez, j'ai lu beaucoup de graphiques, mais j'ai aussi lu un petit roman, un court roman, qui s'appelle Du même bois, qui est écrit par Marion Fayolle. Je crois qu'à l'origine, elle est justement illustratrice d'albums et peut-être de bandes dessinées, je ne sais plus. En tout cas, elle est illustratrice. Je pense que c'est elle qui a fait le bandeau.
Et du coup, c'est son premier roman, il me semble, et ça s'appelle Du même bois, et ça raconte la vie à la ferme, et ça raconte un petit peu tout le côté intergénérationnel, parce que toutes les générations se côtoient à la ferme, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Elle explique que d'un côté de la ferme, on a plutôt les plus jeunes, et que tout au bout, on a les plus âgés, et qu'on a toutes les générations qui se rencontrent, qui se mélangent, et chacun est un peu à sa place. Et donc on navigue entre les hommes et les bêtes, on va dire. Ici, c'est plutôt des élevages de vaches, et du coup, il y a plein de parallèles qui sont faits, et il y a plein de choses qui sont à la fois très humaines et très animales, très sauvages. J'ai trouvé l'écriture très belle, et c'est un roman qui m'a beaucoup plu, mine de rien, donc je vous le recommande. Hello tout le monde, on est lundi 23 septembre et je suis en week-end. Hier, mes parents et mon frère sont venus me voir, ça m'a fait super plaisir. J'en ai profité pour leur faire une petite tarte aux pommes, histoire qu'on puisse partager le goûter ensemble, et c'était vraiment chouette. Et ils ont ramené plein de petites choses à grignoter aussi, notamment des cookies qui ont l'air absolument délicieux et que je vais goûter tout à l'heure. J'ai aussi profité du week-end, de mon dimanche, pour finir un livre sur Montessori. Il s'agit de Montessori à la maison pour les 0-3 ans de Nathalie Petit, dans la collection Je passe à l'acte. C'est un tout petit livre qui est vraiment très court et rapide à lire. Je l'ai lu en 2 jours. Donc j'étais bien contente parce que voilà, ça fait une petite lecture supplémentaire claire, concise, précise. En même temps, elle manque pas d'exemples de pédagogie Montessori à mettre facilement en place à la maison pour un petit budget notamment. Donc c'était vraiment bien de ce côté-là. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est que ça explique vraiment tous les concepts de base de la pédagogie Montessori. Donc je pense que c'est une très bonne porte d'entrée si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que c'est que Montessori. Il fallait que je le lise assez rapidement ce livre-là en plus, parce que je l'ai emprunté à la médiathèque et que je dois le rendre à la fin du mois. Donc voilà, je me suis dépêchée. Et j'ai un autre livre sur Montessori que je dois rendre à la fin du mois, que je n'ai pas encore commencé. Il s'agit de 60 activités Montessori pour mon bébé. Préparer son univers, l'éveiller et l'aider à faire seul, de Marie-Hélène Place. Donc là c'est vraiment plus dans le côté pratico-pratique sur plein d'activités diverses et variées à mettre en place. Je dois aussi le rendre à la fin du mois à la médiathèque et du coup il faut que je me dépêche de le lire. Et il a l'air plutôt facile d'accès et digeste, comme le premier sur Montessori. Donc j'ai bien hâte de découvrir un petit peu toutes les activités que je vais pouvoir mettre en place. Les 2 lectures sur Montessori n'étaient pas spécialement au programme de mon Pumpkin Autumn Challenge, mais le temps fait que
il fallait que je les lise à ce moment-là et ça tombe bien parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui va me servir pour plus tard. Par contre, ce livre-là, Maman débutante de Olivia Toja, fait bien partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et colle un petit peu à la thématique Montessori, éducation, parentalité, etc. Puisqu'en ce moment je lis plein de trucs donc pendant ma grossesse, sur l'accouchement, sur le postpartum et puis sur la parentalité, l'éducation, etc. Donc je viens tout juste aujourd'hui de commencer Maman débutante, l'essentiel pour bien s'occuper de bébé et j'espère que ça va être intéressant et que ça va m'apporter plein de choses. Ça a l'air d'être écrit vraiment sur un ton très humoristique et détendu donc c'est cool pour les personnes un peu stressées comme moi. Je pense que ça va m'aider à décompresser sur plein de choses et m'apprendre plein de trucs donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de ce livre-là. Et dans la mesure où je suis incapable ou presque de ne lire qu'un seul livre à la fois, j'ai également commencé il y a quelques jours, voire même une semaine déjà, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Donc je l'avais mis aussi dans ma pile à lire pour le pumpkin, plutôt dans la catégorie avec le mot-clé déchu, puisque on suit l'histoire de Alba, alias Lady Whitmore, qui était une génie et qui a été bannie par les autres génies et qui n'a plus le droit de réaliser les vœux d'autres humains. Elle est elle-même devenue plus ou moins humaine et elle se retrouve à gérer toute une île qui était l'Irlande et qui est devenue Hibernia, puisqu'on est dans un mélange à la fois de fantasy mais aussi de science-fiction, puisqu'on se trouve ici dans un univers qui ressemble à la Terre mais qui semble-t-il est dans un futur assez lointain et post-apocalyptique où la moitié de l'humanité se serait plus ou moins barrée sur d'autres planètes et certaines personnes seraient restées et feraient face notamment à la montée des eaux. Ce qui est le cas du coup de l'Irlande alias Hibernia, qui est du coup une île régie par Lady Whitmore. Pour l'instant, je sens venir le côté un petit peu romantasy, que j'avais pas forcément anticipé, mais c'est parce que je m'étais pas plus renseignée que ça. J'avais aimé la couverture et je m'étais laissée guider un petit peu les yeux fermés aussi par les conseils de Amita Books et je me souvenais pas spécialement si elle avait parlé du fait que c'était de la romantasy ou pas. On est visiblement sur un Enemies to Lovers apparemment, donc deux personnages dont Alba Whitmore et un autre personnage qu'elle ne supporte pas qui, semble-t-il, s'attire plus ou moins. Enfin en tout cas là j'en suis à peu près un tiers du livre. Ils se supportent pas mais voilà, on sent qu'il y a un petit truc qui est en train de se tisser, donc j'espère que ça va être bien fait. En tout cas pour l'instant j'accroche plutôt bien à l'univers et j'espère que ça va continuer comme ça. Hey vous, on est mardi 1er octobre et mon week-end est en train de se terminer. J'ai des horaires de week-end toujours un petit peu bizarres, il faut pas chercher à comprendre. En tout cas, on est mardi 1er et ce week-end, on s'est fait un petit banana bread, ça nous a fait plaisir avec mon chéri. Et j'ai aussi terminé des lectures dont je vous avais parlé précédemment et je vais vous faire un petit peu un bilan pour vous donner mon avis. J'ai donc terminé 60 activités Montessori pour mon bébé, préparer son univers, l'éveiller et l'aider à faire seul. Ça m'a bien plu, je pense que ce sera utile pour les personnes qui sont assez créatives, manuelles, etc., qui aiment le côté un petit peu DIY. Si vous voulez mettre des activités en place à la maison, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même
qui sont expliquées dans ce livre-là. Et ce qui m'a bien plu aussi, c'est que c'est facile d'accès, c'est encore une fois une bonne entrée en matière dans la pédagogie Montessori comme le précédent que j'avais lu sur cette pédagogie-là. Et ce qui m'a bien plu aussi, en plus d'être facile d'accès et de bien expliquer, c'est que on comprend vraiment quelles sont les activités adaptées à quel stade de développement de l'enfant. Voilà, ça fait vraiment pas l'impasse sur qu'est-ce qui est pour quand. Et du coup, ça permet, pour les personnes, on va dire, inexpérimentées comme moi, de savoir à peu près à combien de mois, quelles sont les compétences acquises ou en cours d'acquisition par un bébé, et donc de lui proposer des activités adaptées. Donc pour ça, c'était très bien. J'ai également terminé Maman débutante de Olivia Toja. Petit problème sur ce livre-là. Livre problématique, pourquoi? Certainement par rapport à son année d'édition. Il me semble que c'est 2014 pour cette édition-là. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal d'informations, notamment d'un point de vue scientifique, qui sont obsolètes. Pas mal de sujets dont on parle beaucoup actuellement qui sont complètement... pas esquivés, mais très peu abordés par cette édition parce que quand ce livre a été écrit, on n'en parlait pas encore. Et du coup, voilà, il y a des choses qu'on disait à un moment, qu'on ne dit plus, qui ont été réfutées scientifiquement, etc. Et du coup, je suis un peu mitigée sur ce livre parce qu'il y a quand même quelques bons conseils. Du genre comment bien choisir sa poussette ou des trucs comme ça, et il y a des trucs qui d'un point de vue scientifique sont vraiment datés, et donc vous ne pouvez pas faire confiance à 100% à cette édition là dans la mesure où elle a été éditée il y a quelques années. L'obsolescence d'un bouquin, notamment dans le domaine documentaire et scientifique, il faut y faire bien attention. Je le savais en le lisant, donc il y a certaines informations que j'ai vérifiées, mais au cas où vous étiez intéressé par ce livre-là, essayez de prendre la version la plus récente, parce que ça reste quand même un livre intéressant et lui aussi facile d'accès, plein d'humour, etc. Mais je pense qu'il faut essayer de chercher les éditions les plus récentes, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques petites erreurs ou quelques petites choses qui ne sont plus d'actualité. Et sinon, j'avance bien dans ma lecture de Porcelaine sous les ruines, j'en suis à peu près aux 2/3. Je suis bien contente parce que autour de 200 pages, il y a eu un petit plot twist intéressant, j'espère qu'il va être bien exploité. Le côté romantasy se confirme, je ne suis peut-être pas la cible principale de la romantasy, mais pour l'instant ça va, ça me plaît bien. Le seul truc qui me frustre un peu, c'est que l'autrice a une imagination débordante pour créer l'univers de Porcelaine sous les ruines, et je pense que ça pourrait être exploité dans un roman de fantasy dans lequel il y aurait de la romance, mais je trouve que voilà, il y a quelque part un genre de gâchis où il y a tellement de bonnes idées là-dedans qui sont pas assez développées que je trouve ça dommage de se centrer trop sur la romance. Je pense que il pourrait y avoir des livres qui feraient bien les deux. Mais bon, après c'est de la romantasy, donc c'est le jeu aussi, c'est normal. Hello, on est déjà mercredi 23 octobre. Je n'ai pratiquement pas pris la caméra pendant tout ce mois d'octobre. Je me rattrape donc un petit peu aujourd'hui. Vous allez voir que au plus ça va, au plus je suis essoufflée. J'ai un gros bidou qui commence à comprimer un peu mes poumons, donc forcément ça devient difficile de parler. Je crois que la dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était pour vous dire que j'étais en train de terminer Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Donc ça y est, je l'ai terminé au début du mois d'octobre. C'était une petite romantasy toute mimi. En tout cas, je l'ai trouvée super bien dans le sens où il y avait vraiment une part belle laissée à l'imagination. Je pense que l'autrice a fait un super travail là-dessus.
Et je vous disais, je crois la dernière fois que j'avais peur que ce côté imagination foisonnante et univers voilà, très inventif passe un peu à la trappe par rapport à la romance qui risquait de prendre le dessus. Et finalement, je trouve que ça va, le dosage est plutôt bien. Mon seul petit regret, c'est que le côté un petit peu contré des génies dont on parle dans ce livre-là ne soit pas beaucoup exploité. Mais en vrai, je trouve que ça va. Je lui ai quand même mis 4 étoiles sur Goodreads. Pour l'instant, en octobre, j'ai lu 4 autres livres qui sont principalement centrés autour de la parentalité, de l'éveil de bébé. Et je tenais à vous partager un énorme coup de cœur pour ce livre-là, qui s'appelle Une enfance en or pour une éducation sans violence et à hauteur d'enfant. En fait, c'est un livre écrit par Marion Querc, qui est une sociologue française qui a vécu en Suède. Et cette sociologue s'est interrogée sur la manière dont les Suédois éduquent leurs enfants, mais aussi toute la culture suédoise qui fait que, contrairement à la France, il n'y a pas du tout cette culture de la punition, il n'y a pas du tout de concept d'enfant roi ou de choses comme ça. Et donc en fait, elle est allée creuser un petit peu et elle est allée comparer notre manière à nous, Français, de percevoir l'enfant et l'enfance en général, et pareil en Suède. Je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux à Marion Querc, elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais en gros, en France, on a plutôt tendance à voir les enfants avec un filtre de méfiance qui conduit à une culture de la punition, alors qu'en Suède, ils n'ont pas du tout cette approche-là de l'enfant et de l'enfance en général, pas du tout cette vision des choses. Ils sont plutôt en confiance, ils n'ont pas peur que leur autorité de parents soit remise en question ou quoi que ce soit. Et du coup, ça mène à une culture de la relation. Toujours côté grossesse et parentalité, j'ai découvert Bébé est là, petit guide pour vous aider si vous ne savez pas trop par où commencer, du docteur Célia Levavasseur, qui est donc pédiatre, si je vous dis pas de bêtises. Et donc c'est un petit ouvrage très court, très concis sur justement par où commencer quand vous voulez vous renseigner un petit peu sur qu'est-ce que c'est que d'être parent et que d'élever un enfant, comment ça fonctionne à la maternité, les premiers jours, les premiers mois. Et ça s'intéresse à plein de questions que tous les parents ont tendance à se poser dans la vie du bébé. Ça parle de peau à peau, ça parle des poussées dentaires, des réveils nocturnes, ça parle des cycles du sommeil, la fièvre, la tétine, etc., etc. Et du coup, ça donne plein de petites informations sur tout ça. Et c'est à la fois très clair et concis, donc j'ai bien aimé cette approche vraiment qui va à l'essentiel. Et c'est illustré par Magali Foutrier, et je voulais vous montrer quelques illustrations parce que je les trouve vraiment trop chou. Voilà, c'est juste adorable et ça me donne encore plus envie d'avoir bébé avec moi. Plus que un mois à patienter à peu près, et il sera là. Dans la même veine de petits livres clairs, concis sur le développement de bébé, j'ai lu Bébé serein de Juliana Vamos, sa première année inspirée par la pédiatre Amy Pickler. Amy Pickler, donc c'était une pédiatre contemporaine de Maria Montessori qui s'est intéressée du coup au développement des nouveau-nés. Et donc là, ça reprend toute la première année de bébé et avec encore une fois toutes les questions qu'on peut se poser à cet âge-là. C'est un livre qui est divisé en 3 parties. Il y a 0,3 mois, 3,6 mois et 6,12 mois. Et à chaque fois, ça reprend à peu près les mêmes thématiques. Par exemple, nourrir bébé, se promener, la propreté, le change, le bain, le sommeil, etc. Et ça le reprend vraiment de 0 à 3 mois, de 3 à 6, puis de 6 à 12. Ça ressemble à ça. Et du coup, ça montre bien l'évolution selon les différentes périodes de la vie de bébé. Et cette fois-ci, c'est illustré par Aurore Petit, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, vous avez à chaque fois une page de texte et une page illustrée.
Et pareil, les illustrations sont vraiment adorables. Dans un tout autre style que celui du livre précédent, on est plus sur du fluo, mais moi j'aime bien aussi. Et ensuite, un livre que je viens de terminer, Les émotions, dans la collection du guide décapant des parents imparfaits. C'est une collection que j'aime bien. J'avais lu dans cette collection-là Jeune Papa et je l'avais trouvé plutôt chouette. C'est une collection documentaire plutôt accessible, qui donne envie parce que beaucoup de couleurs, des quiz, des illustrations, plein de petits traits d'humour, etc. Donc c'est vraiment à la fois super accessible, drôle et du coup ça donne vraiment envie de lire ce livre-là. Et en plus de ça, le contenu est vraiment super bien fait. Donc là, les émotions, l'objectif c'est de donner plein de techniques de gestion de ses propres émotions pour déjà apprendre à gérer ses émotions en tant que personne et ensuite en tant que parent pour pouvoir aider notre enfant à exprimer ses émotions, à les réguler, etc., etc. Vous le voyez, j'alterne entre des lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge et des lectures de futures mamans. Et du coup, plus spécifiquement pour le Pumpkin, pas spécialement en lien avec la parentalité, j'ai commencé, ou plutôt j'ai recommencé la lecture de The No-Show de Beth O'Leary. C'est un livre que j'avais mis dans la catégorie un petit peu romance qui était proposée dans le Pumpkin et je rame un petit peu avec cette lecture, j'avoue. En plus de ça, dans la catégorie un petit peu romance, j'hésitais entre cette lecture-là de The No-Show et la trilogie d'une accro à Noël qui commence par ce tome-là, La romance presque parfaite d'une accro à Noël. J'avoue, c'est pas très Pumpkin Autumn Challenge, là c'est plus Cold Winter Challenge dans le thème. Halloween n'est pas encore passé et je commence déjà mes lectures de Noël. Le truc c'est que, vous voyez à chaque fois quand il y a un petit code barre comme ça, c'est que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Et c'est le cas pour cette trilogie et le truc c'est que ce premier tome là est réservé par quelqu'un. Et du coup je m'étais mis un petit post-it à rendre si possible le 23 parce qu'il est réservé. Et du coup mon objectif de la journée c'est de le terminer avant d'aller le rendre à la médiathèque ce soir. Et rendre aussi toute cette pile de livres que j'ai terminé juste avant. Je vais faire tomber mes fleurs. Voilà. Hey! On est déjà dimanche 3 novembre, j'espère que vous allez toujours bien. Je crois que la dernière fois que je vous parlais face caméra, c'était pour vous faire un petit bilan des lectures que j'avais faites, que j'étais sur le point de ramener à la médiathèque. Du coup, j'ai bel et bien fini le premier tome de la romance de Noël que je devais ramener. Et franchement, je vous la recommande, je l'ai lu du coup, je crois en 2 jours, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment super fluide comme lecture, c'est assez court. C'est l'histoire d'une femme qui tient une entreprise de déco de Noël et d'un homme qui doit l'interviewer pour le journal The Time. Et en fait, le truc c'est qu'il doit faire son portrait et la suivre pendant plusieurs jours pour
pour pouvoir faire un portrait fidèle qui parle non seulement de son entreprise mais aussi de sa personnalité, etc., etc., pour faire vraiment article de Noël dans le journal. Et le truc c'est qu'elle, elle a prévu de pas bosser cette année pour une fois pendant les fêtes et d'aller dans sa famille qui habite dans une petite ville où Noël est vraiment l'événement de l'année, etc. Et donc elle est totalement accro à Noël et lui il est plutôt dubitatif vis-à-vis de cette fête-là. Et donc petit à petit elle va essayer de lui faire aimer Noël. C'est un trope un peu Grumpy Sunshine, c'est-à-dire un personnage un peu grognon, un personnage un peu plus joyeux, etc. Et on le retrouve énormément dans les romances de Noël. Et on a aussi le côté un peu proximité forcée parce que du coup il va finir par la suivre dans ce petit village où habite sa famille, etc. Et lui à la base, il pensait juste qu'il allait la suivre sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, mais comme elle bosse pas pendant les fêtes, exceptionnellement cette année, il se retrouve dans la maison familiale à cohabiter avec des fans absolus de Noël, alors que lui, il en a un peu rien à faire. Donc voilà, et donc premier tome très très sympa, je recommande si vous voulez lire ça pendant les fêtes de fin d'année. Du coup, le jour où je suis allée rendre ce livre à la médiathèque, je suis aussi passée en librairie et vous avez certainement vu déjà le petit book haul que j'ai fait. Donc j'ai acheté 3 livres pour bébé et j'ai acheté quelques livres mais qui sont en fait des cadeaux d'anniversaire. Donc ils sont emballés et déjà donnés ou sur le point d'être envoyés. Mais je voulais vous présenter d'autres livres et vous faire non pas un book haul mais un library haul, si on peut appeler ça comme ça. En gros c'était pour vous parler un petit peu des livres que j'avais empruntés à la médiathèque le jour où je suis allée rendre les autres dont je vous parlais. J'ai emprunté pas mal de graphiques, que ce soit du manga ou de la BD, parce qu'il me restait beaucoup de romans à lire. Donc j'en ai emprunté un quand même, mais j'avais envie quand même un petit peu de lecture graphique. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai emprunté tout de suite. Côté manga, j'ai pris des suites de séries que j'avais commencé il y a un petit moment, notamment les tomes 2 et 3 de Babysitters, qui est une série plutôt mignonne qui raconte l'histoire de ce personnage-là et de son petit frère qui ont perdu leurs parents dans un accident d'avion, qui sont recueillis par la directrice d'une académie et en fait pendant que lui suit les cours, lui va à la crèche de l'académie et le plus âgé des 2 frères est aussi embauché par cette académie, par la crèche de cette académie pour garder les petits bouts quand il n'est pas en cours. Du coup c'est très mignon comme manga, c'est vraiment des petits dessins choupinous de bébés, etc. Donc c'est une petite histoire mignonne. Pour l'instant du coup entre le moment où je l'ai emprunté et le moment où je prends la caméra, j'ai lu le tome 2 et il me reste le tome 3 à lire. Ensuite de série, je continue aussi sur un tout autre genre et tout autre univers. La série du bateau de Thésée que j'ai découvert sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Là on est plus sur un thriller avec un petit côté fantastique dans le sens où il y a un genre de voyage dans le temps qui a lieu. C'est le fils de ce monsieur-là qui est... Donc ce monsieur est présumé coupable d'avoir assassiné toute une classe d'élèves. Et en fait son fils se retrouve dans le passé où il va essayer de résoudre cette affaire, savoir si son père était vraiment coupable ou pas. Et donc là au niveau des dessins je suis très fan aussi. Je suis très fan du dessin qui a un petit côté à la fois sombre, angoissant, en même temps les détails sont hyper bien faits. Il y a des endroits où c'est un peu crayonné, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un dessin qui me plaît beaucoup, que je trouve très soigné. Et il y a pas mal de suspense, donc c'est une assez bonne série qui tient vraiment en haleine. Et du coup pareil, depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra pour vous parler bouquin, j'ai terminé celui-ci, le tome 4, et il me reste donc le tome 5 à lire.
J'ai également emprunté 2 tomes 1 un petit peu au hasard de 2 séries différentes. Une série plutôt de science-fiction qui s'appelle Terrarium et une série dont je ne sais pas du tout de quoi elle parle, mais dont le graphisme m'a plu, qui s'appelle Bâillement de l'après-midi. Côté BD, j'en ai emprunté 4 et j'en ai déjà lu 2, à commencer par Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Dupion. Il faut savoir que j'aime beaucoup le travail de cet artiste, à la fois ses scénarios, ses dessins, etc. Là, on est sur l'histoire d'une famille dont chaque personnage vit une sorte de tragédie ou de crise identitaire et l'histoire est notamment concentrée sur celle du petit garçon que vous voyez là, qui est un petit garçon qui est en plein questionnement identitaire, je dirais. Il aime se déguiser en princesse, il aime se déguiser en sirène. Il a visiblement une attirance, une amitié forte, ou un amour en tout cas, pour un de ses amis que vous voyez là. Mais chaque personnage subit plus ou moins une crise identitaire et amoureuse. Vous avez notamment le père qui veut partir de la maison, la mère qui est du coup en crise avec ce couple-là, et la sœur que vous voyez ici qui vit une histoire d'amour assez intense avec un garçon un peu plus âgé qu'elle. J'ai également lu cette BD assez originale qui s'appelle Le Nécromancien de Mathias Haréguy. C'est l'histoire de 2 peintres, un peintre qui est fan de peinture de chat, qui est en compétition avec ce fan de peinture de chien. Et en fait, le graphisme est assez binaire, on a des moments qui sont très architecturaux comme ces pages-là, et des moments qui sont beaucoup plus... voilà, comme ça. C'est un peu une BD qui vous crève le cœur, mais qui le répare juste après. Je vous en dis pas plus, mais ça m'a quand même bien plu, même si de base, c'est pas forcément un graphisme pour lequel j'aurais été directement attirée. Et pour finir, 2 romans graphiques dont je vous parlerai un peu plus tard, que je n'ai pas encore lus et qu'on m'a tout simplement conseillé à la médiathèque, Lebensborn et Je suis leur silence. Coucou, on est jeudi 12 décembre et je reprends seulement la caméra maintenant. Je vais en profiter pour clore ce vlog puisque le Pumpkin Autumn Challenge s'est terminé le 30 novembre, donc la date est largement dépassée. J'ai lu tout ce que je voulais lire de ma pile à lire sauf 2 livres. Je n'ai pas lu le premier tome d'Harry Potter en anglais. Je repousse à chaque fois la lecture en VO de Harry Potter et pourtant j'ai très envie de le découvrir en VO. J'espère que j'y arriverai un jour. Et j'ai bien avancé dans le 4e tome de La Passe Miroir. J'ai lu un bon tiers quand même, mais pas suffisamment pour arriver au bout. Et en fait, c'était les 2 seules lectures qui me restaient pour compléter totalement le challenge. Donc franchement, je suis plutôt fière de moi. Il me semble que la dernière fois que je prenais la caméra, je vous présentais les livres que j'avais empruntés à la médiathèque. J'en avais déjà lu quelques-uns, j'ai lu 2 mangas supplémentaires, mais j'ai pas avancé beaucoup plus que ça. Par contre, j'avais oublié de vous parler d'un roman que j'ai lu
pas du tout dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais que j'avais emprunté à la médiathèque à ce moment-là. Il s'agit de La vie meilleure d'Étienne Carne, qui est sorti à la rentrée littéraire. C'est le deuxième roman de cet auteur. Il a écrit un premier roman qui s'appelle Les Envolées, et il a écrit aussi d'autres livres sur la littérature. Et Les Envolées, c'était un roman qui m'avait énormément plu, qui racontait l'histoire d'un homme qui a fait les premières tentatives de saut en parachute du haut de la Tour Eiffel. Ça n'a pas marché. Voilà. Et La vie meilleure, c'est l'histoire d'Émile Coué, qui était pharmacien à l'origine et puis qui a mis en place ce qu'il appelle la méthode Coué, qui est une sorte de prédécesseur du développement personnel, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est la deuxième fois du coup que l'auteur Étienne Carne s'inspire de la vie réelle, de l'histoire vraie d'un personnage, que ce soit dans Les Envolées ou dans La vie meilleure. Et il en fait une sorte d'autofiction où il reprend des éléments réels et il imagine ce que ce personnage aurait pu vivre, aurait pu penser, etc. etc. Et c'est entrecoupé par des réflexions qui lui sont propres, par sa petite enquête sur ces personnages-là, etc. Et il faut savoir que cet auteur, c'était mon prof de lettres quand j'étais en Cagne. Et en fait, c'est une personne que j'admire énormément. Et il est aux antipodes complets du cliché du prof de prépa qu'on imagine très sévère, etc. C'est vraiment l'inverse, complètement l'inverse. C'est une personne vraiment très douce, très posée, en plus d'être un puits de science et de littérature. Et en fait, on retrouve cette personnalité-là dans ses romans. Et donc voilà, cet automne, j'ai lu La vie meilleure, qui est son deuxième roman. Et je vous le recommande très très chaleureusement. Ah oui, et je termine ce vlog sur une bonne nouvelle. La raison pour laquelle je n'ai pas terminé mes 2 lectures du Pumpkin Autumn Challenge qui étaient prévues, c'est... Bon, ok, c'est déjà parce que je procrastine, hein. Ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est juste... c'est un fait. Mais je n'ai pas terminé mes lectures du Pumpkin puisque mon fils est né en novembre. Voilà. Donc... ça explique un peu les cernes, ça explique la petite voix, ça explique beaucoup de choses, et notamment le manque de temps pour lire. Et petit à petit, je m'y remets. Je commence à me mettre aussi dans une petite ambiance de Noël, hein, puisqu'on glisse doucement vers les fêtes de fin d'année. Donc là, je suis en mode petite romance de Noël. Et voilà, on va glisser vers la fin de l'année tout doucement comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Pumpkin Autumn Challenge si vous y avez participé, ou du moins un bel automne. Le temps que je monte ce vlog, je pense que je peux déjà vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, en espérant que tout se passe bien pour vous et en espérant aussi que vous avez bien profité de cette petite vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis, j'espère, à bientôt, selon le planning de jeune maman, qui est le mien désormais. À bientôt, ciao.